Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. On commence, Thierry Mariani, avec le résultat inattendu du premier tour de la présidentielle en Roumanie, avec un avantage pour le candidat indépendant face au Premier ministre pro-européen. Qu'est-ce qui se passe en Roumanie ? Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Parce que tous les lundis matins, désormais, j'ai l'impression que la Van der Leyen team doit avoir la gueule de bois, quoi. Franchement, ils ont failli perdre le référendum en Moldavie. Je rappelle qu'ils ont gagné que grâce aux votants de l'étranger. Autrement, les Moldaves qui habitent dans le pays ont dit on ne veut pas de l'Europe. Ensuite, il y a eu l'échec du candidat pro-européen acharné en Géorgie. Et là, d'abord, une fois de plus, tous les sondages se sont plantés. Le candidat qui arrive en première position était donné à moins de 10%, il a 22%. Donc il y a quand même un problème. Et effectivement, c'est un candidat qui n'est pas pro-russe. C'est simplement un candidat qui est anti-européen au sens de l'Europe de Van der Leyen et pas de l'Europe des nations. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand vous voulez diaboliser quelqu'un, vous dites qu'il est pro-russe. C'est pas compliqué. Le gaz, c'est trop cher. Ah, vous faites une remarque parce que vous êtes contre les sanctions, vous êtes pro-russe. Et que ce soit en Géorgie, Moldavie ou même Roumanie, quand on décortique, c'est quoi ? En réalité, les gens veulent la paix. Voilà, les gens se disent attention, on est en train de nous entraîner dans une guerre ils sont tous pro-européens. Je suis pro-européen, moi aussi, mais on parle de quoi quand on dit pro-européen ? C'est évident que je suis plus pro-européen que pour la civilisation du Moyen-Orient, que je respecte, mais qui n'est pas la mienne, voilà, c'est tout. Et en réalité, petit à petit, les peuples s'aperçoivent que l'Union européenne ressemble de plus en plus à une sorte de carcan administratif où une oligarchie à Bruxelles veut imposer, comme du temps du Soviet suprême, ses ordres au pays. Et voilà, les Roumains, leur message du premier tour, je ne pense pas qu'ils gagnent au second tour, mais on ne sait jamais. Mais c'est simplement de dire on veut la paix. On veut la paix et on n'a pas envie de se laisser entraîner dans une guerre inutile. Voilà. Alors arrêtons de dire, quand on vote pour autre chose que les candidats de Mme Van der Leyen, qu'on est pro-russe. Par moment, on peut tout simplement être pro-roumain, pro-géorgien, pro-moldave, on peut être patriote. Vous faites bien de rappeler ce qui se passe effectivement dans d'autres pays qui manifestent en tout cas une espèce d'anti-Union européenne. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que l'Union européenne est en phase de déclin presque, en tout cas connaît une crise peut-être ? C'est une évidence. Je veux dire, c'est une évidence. D'abord, l'Occident dans son ensemble qui se prend pour le centre du monde est de plus en plus concurrencé. Après une époque où on avait deux blocs, l'Union soviétique et les États-Unis. Après, on a eu effectivement la domination écrasante des États-Unis. Et puis, petit à petit, on voit un autre bloc se constituer. Je veux dire, certes, les BRICS n'ont pas le poids de l'Union européenne. Certes, les BRICS sont un peu embryonnaires. Mais on voit aujourd'hui que c'est un mouvement qui séduit de plus en plus de pays. Et contrairement à, pour ceux qui ont lu ça dans les livres, au mouvement des non-alignés en 1950, dans les années 50, aujourd'hui, ils pensent à une véritable organisation. Par exemple, essayer d'avoir un système pour éviter le monopole du dollar sur les transactions internationales, ce qui veut dire qu'on peut contourner les sanctions, ce qui veut dire qu'un seul État ne peut pas décider à lui tout seul qui doit sanctionner ou pas, est en train d'avancer. Et donc, pour l'Union européenne, on représente de moins en moins dans l'économie mondiale. Les rapports se succèdent et en réalité dénoncent le décrochage de l'Union européenne. On a d'abord eu le fameux rapport Draghi qui en réalité est un constat d'échec. Et puis on a eu le rapport de la BCE, Christine Lagarde, qui dit on est en train de décrocher dans tous les sens. Ce qui veut dire que et puis, comme je le dénonce à chaque fois, on a mis le doigt dans un engrenage avec cette guerre en Ukraine financier qui va être ruineux. Et donc, cette Europe fidèle à son adage, vous savez, je dis toujours, quand ça marche, c'est grâce à l'Europe, et quand ça marche pas, ça prouve qu'il faut plus de pouvoir à l'Europe. Eh bien, on est en train de nous expliquer que, en matière économique, on représente de moins en moins, qu'on est en train de décrocher, que le coût de l'énergie explose chez nous, qu'on est en train de se désindustrialiser. La conclusion, c'est qu'il faut plus de pouvoir à cette Europe qui est en train de se planter sur tous les plans. Alors oui, il y a un vrai problème en Europe, c'est qu'il faut une autre direction politique et je pèse mes mots,
mais je me demande si on n'est pas rentré dans peut-être 10 années qui vont tout changer. Vous savez, l'URSS était invincible et indestructible. Et puis en 10 ans, tout s'est effondré. Ça a été l'Afghanistan. Est-ce que l'Ukraine sera pas en quelque sorte l'Afghanistan de l'Union européenne entre les turbulences financières qu'elle va entraîner, la perte de prestige et les conséquences, je le répète, économiques que ça peut avoir? Cela pourrait, hélas, le devenir. Tout dépendra d'ailleurs de comment finit cette guerre en Ukraine, suite au prochain épisode, probablement après le 20 janvier. Alors justement, vous allez nous en parler parce que le conflit russo-ukrainien là pourrait connaître les 2 mois les plus intenses. En tout cas, il y a une escalade, notamment en raison de l'autorisation des États-Unis accordée à l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée. C'est extrêmement grave et à ma connaissance une première, c'est-à-dire qu'on a un président qui n'est plus élu, un président qui est élu, c'est la Constitution américaine, le président nouvellement élu prendra le pouvoir que le 20 janvier, et son prédécesseur prend une décision quand même extrêmement grave, alors qu'il ne représente électoralement plus les Américains, même si constitutionnellement, soyons clairs, il est toujours le président jusqu'au 20 janvier. Mais chacun a compris qu'aujourd'hui, normalement, il devrait respecter un peu la voix des Américains. Et puis deuxièmement, c'est pas lui faire insulte que de dire que même les Américains qui ont souhaité qu'il ne soit plus candidat ont remarqué qu'il y avait peut-être un problème de vieillissement chez M. Biden, je dis ça pudiquement. Et donc en réalité, on peut se demander qui a poussé à cette décision qui est extrêmement grave. Parce qu'en réalité, l'étape suivante, ça peut être quoi ? La prochaine étape, c'est quoi ? C'est la guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression de l'Union européenne qui se jette à corps de cri, qui se jette dans, j'allais dire, dans les bras des États-Unis pour continuer cette tendance, puisqu'on entend que ce soit à Londres ou à Paris, des gens qui nous disent on doit faire la même chose, on doit autoriser les frappes à longue distance des armes qu'on a fournies à l'Ukraine. On voit bien que M. Zelensky essaye aujourd'hui de profiter de ces 2 mois qui restent pour aller de plus en plus loin, et ce qui est normal avant une négociation, d'essayer de prendre un petit avantage qu'il n'a pas aujourd'hui. Et on sait très bien que la Russie a les moyens de riposter. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter pendant ces 2 mois. À mon avis, ces 2 mois sont extrêmement graves. On voit que, y compris aux États-Unis, et même surtout aux États-Unis, certains ont envie de savonner la planche de Trump avant qu'il arrive au pouvoir. Le problème, c'est que je ne voudrais pas qu'aux États-Unis, pour des calculs de politique interne, ils savonnent la paix en Europe. Et puis une dernière remarque, si vous le permettez. Oui. Pendant des années, moi, j'ai reçu des pétitions contre les armes, les armes à sous-munitions. Vous savez, c'est des armes qui explosent en dispersant de petites armes qui, des fois, restent des années et qui amputent des gamins, des gens, des civils, des années après la fin de la guerre. Et d'autre part aussi sur les mines antipersonnelles. On a dit qu'il fallait les détruire, que c'était inhumain, etc. Je vous rappelle quand même que désormais, là aussi, avec les mines antipersonnelles, les États-Unis ont décidé de les livrer massivement à l'Ukraine. Alors en droit, bien sûr, en droit, ils n'ont pas signé de la convention. Donc d'accord, ils ont le droit. Mais franchement, toutes ces bonnes âmes des ONG qui nous expliquaient que c'était scandaleux qu'on fabrique ces armes, etc., ils sont où aujourd'hui ? Ils sont où ? Quand c'est les États-Unis qui les livrent, tout le monde trouve ça normal. Donc voilà, une Europe, pour conclure là-dessus, qui est en grand danger économique, puisqu'on est déclassé de tous les côtés. Désormais, déclassé, c'est vraiment le mot. Et d'autre part, une Europe qui est aussi dans une situation... internationale très fragile. Si à la guerre en Ukraine, vous ne trompez pas, elle restera sur le sol européen, principalement. Vous savez, les Américains ont une chance, c'est qu'ils n'ont pas connu la guerre sur leur territoire depuis 1865, et que donc pour eux, très souvent, les destructions, ça reste à la télé. Ouais. Thierry Mariani, un dernier mot, il nous reste 3 minutes, sur les nominations des commissaires européens qui ont enfin eu lieu. Enfin... Bon, écoutez, c'est le plus petit dénominateur commun. Tous les commissaires ont été acceptés. Voilà, ce qui vous prouve que c'est une immense magouille. Je rappelle une fois de plus qu'à Bruxelles, les Républicains, ils ne s'appellent plus les Républicains, mais les amis de M. Wauquiez, les amis de M. Séjourné et les amis de M. Socialiste gouvernent ensemble. C'est-à-dire que ces 3-là qui nous font une comédie à Paris s'entendent pour défendre les uns et les autres ensemble à Bruxelles. Donc tous les commissaires européens seront confirmés.
puisqu'il y a quand même un vote qui doit intervenir cette semaine à Strasbourg, puisque je vous rappelle que les commissaires européens sont nommés après une audition où on doit vérifier leurs capacités, et ensuite il y a un vote pour dire oui ou non, on les accepte. Alors, très franchement, on n'a pas beaucoup vérifié de capacité, surtout quand on a fait l'audition de M. Séjourné. Mais il va être accepté, puisque c'est un immense compromis, un immense marchandage. Une fois de plus, ils se sont acharnés sur le Hongrois, M. Várhelyi, pour vous dire à quel point ils sont minables, mais vraiment minables. On lui avait déjà donné des compétences très faibles, puisqu'il avait la santé. Alors la santé, c'est important, sauf que ce n'est pas dans les compétences européennes, je vous le rappelle. Oui. Et donc, en réalité, c'est très faible en matière, réellement ce qu'il peut faire. Et puis, on lui avait donné, vous vous souvenez de ce qu'on lui avait donné? Le bien-être animal. J'adore les chiens et les chats, j'ai des chats, mais franchement, le bien-être animal, mon chat, il n'a pas besoin de von der Leyen pour se faire caresser, quoi. Voilà. Et donc, faut arrêter les bêtises. Donc, l'Union européenne, désormais, a nommé un commissaire au bien-être animal. Donc, ça, on lui a laissé à Várhelyi. Et dans la santé, on lui a enlevé toute une série de choses qui pouvaient toucher éventuellement aux capacités reproductrices. Qu'est-ce que c'est horrible comme expression, mais c'est exactement ce qui était dit dans les débats, ne serait-ce que pour l'humilier. Et puis en plus, je le répète, au sujet d'une menace qui n'existe pas, il n'est pas question en Europe et certainement pas en France de supprimer certains droits, quelles que soient les opinions des gens. On sait très bien que ce droit a été acquis et l'opinion est majoritaire. Il y a d'autres combats qu'il faut livrer. Je conclus avec une petite anecdote lue il y a quelques heures. Un député italien, à l'issue des 3h30 d'audition de Stéphane Séjourné, qui aurait déclaré à lui seul, il peut détruire l'industrie du somniment. J'ai trouvé ça très amusant. Ça devait être dur. Je vous rappelle quand même qu'il est nommé commissaire à la prospérité et que dans le contrôle des biens des uns ou des autres, c'est le seul commissaire qui déclare qu'il n'a rien. Il est chargé de la prospérité en Europe, il n'a même pas une voiture, il n'a rien, quoi. J'ai envie de... Alors j'en profite, bonjour, je vais partir, mais s'il vous plaît, à ligne droite, lancez une contribution et une souscription pour que Séjourné, enfin, aient une vie prospère. Bonne journée. On va l'aider. Merci Thierry Mariani.